Mesdames et messieurs, chers collègues, je suis évidemment très honoré, trop honoré de me retrouver à cet éminent fauteuil et de devoir suppléer bien imparfaitement le président Massot. Je ne le fais que sur la pression de Martine de Boisdeffre et en hommage au travail collectif que nous essayons de mener au comité d'histoire du Conseil d'État et de la juridiction administrative. Ce travail collectif, il est effectivement marqué par toute une série d'éléments qui ont déjà été évoqués par mes prédécesseurs en ouverture, mais je voulais y rajouter une accentuation et un élément supplémentaire. L'accentuation, c'était pour souligner les difficultés, mais la force de ce travail effectivement réellement interdisciplinaire, avec parfois des préoccupations venant de chacune de nos disciplines assez éloignées, mais effectivement, il me semble que l'objet du colloque de ce jour va bien prouver tout l'intérêt de cette confrontation et nous essayons de l'amener au comité d'histoire avec un certain nombre de conseillers et anciens conseillers qui nous aident à la bonne compréhension de la juridiction administrative. S'y ajoute aussi, puisqu'il a été déjà question de futurs projets de recherche, il a déjà été question d'archives. Martine de Boisdeffre vous présentait tout à l'heure le volume issu d'un premier colloque sur l'histoire du Conseil d'État pendant la Première Guerre mondiale, mais je me dois également de rappeler, pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas encore connu, le travail, le long aboutissement porté par les services d'archives et de bibliothèques et les archives nationales et de France, avec l'édition d'un guide de la recherche qui a aussi été publié dans cette série de la documentation française portée par le comité d'histoire du Conseil d'État. C'est un guide très précieux, encore assez méconnu, en tout cas je le vois du côté des historiens, mais qui me semble très important. Un mot d'introduction sur la thématique, mais ensuite je donnerai vite la parole aux personnes véritablement compétentes sur les sujets que nous allons aborder. Si j'ai accepté au départ la présidence de demain après-midi, mais également, compte tenu des contraintes qui s'imposent à tous, la présidence de ce matin, c'est en lien avec un grand intérêt pour la problématique de ce colloque et le fait que j'ai beaucoup apprécié que nos collègues historiens du droit s'en soient fait les porteurs. Et de ce point de vue-là, je voudrais signaler très brièvement trois dimensions. La troisième sera encore plus brève parce que j'y reviendrai demain après-midi. La première, c'est pour dire combien longtemps le renouvellement historiographique, par ailleurs très important, sur l'approche de la Première Guerre mondiale, s'est tenu un peu trop éloigné en histoire des questions de droit, d'État et de politique. Et de ce point de vue-là, les choses ont commencé à changer sur toute une série de thèmes. Certains ont déjà été évoqués. Tout à l'heure, Guillaume Richard citait la grande thématique de la guerre du droit. Ça avait été un numéro important de la revue 1900 en 2005, intitulé La guerre du droit 1914-1918, qui avait montré pour une fois que les historiens et les historiens des idées reprenaient cette question très, très au sérieux. Il y a eu toute une série de colloques ces dernières années portés par le Comité pour l'histoire économique et financière de la France autour de la Première Guerre mondiale et des colloques importants dont certains sont déjà publiés, d'autres en cours de publication. Plus récemment, et puisqu'on parle aussi de législation née du contexte même de guerre, s'est tenu l'an dernier, et il sera publié dans peu de temps, un colloque sur la grande loi du 2 août 1918 sur l'enseignement agricole. Ça paraît anodin, mais en fait, ce sont des lois et des questionnements qui étaient portés dès la fin du XIXe siècle, qui sont bloqués par la suspension du travail parlementaire à l'été 14, mais qui retrouvent dans la durée même de la guerre et dans la pensée des sorties de guerre des formes d'aboutissement sans que les conflits politiques en soient totalement absents. Et de ce point de vue-là, le parallèle est intéressant. Et puis on pourrait aller au-delà sur les questions de ravitaillement qui m'intéressent particulièrement. Deuxième dimension, en écho à ce que disait à la fois Guillaume Richard et à l'instant la présidente Martine de Boisdeffre, évidemment, la sortie de guerre se retrouve aussi dans les travaux sur l'indemnisation. Et en écho à ce qui était signalé, on commence à avoir des travaux tout à fait riches sur la question de l'indemnisation. Ceux-là sont anciens pour les accidents du travail, mais la confrontation entre la loi sur l'indemnisation des accidents du travail et la question de l'invalidité de guerre.
Et on a un jeune collègue doctorant qui s'appelle Clément Collard qui fait des travaux tout à fait remarquables sur ces questions. Et puis, enfin, mais j'y reviendrai demain et j'arrête là mon propos introductif, un de mes intérêts pour ces questions est aussi lié au fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, pour préparer la loi dont il sera question en conclusion demain après-midi, celle d'octobre 1946, c'est une autre grande figure de cette maison. Le président de Boisdeffre signalait la figure de René Cassin, mais une autre figure qui traverse ce Conseil d'État de la Troisième République et des débuts de la Quatrième République, qui est celle du président Cahen Salvador, qui est véritablement à la manœuvre pour comprendre la loi de 1946 et ses suites avec la Commission supérieure. Donc toutes ces questions m'intéressent grandement. Je vais maintenant m'en tenir davantage à un rôle de gardien du temps, même si les contraintes de présence de nos collègues changent un peu les choses. Et je vous proposerai donc dans un premier temps que nous entendions Anne-Sophie Chambost, et après nous ferons une pause, et puis nous ferons un deuxième temps, une deuxième session, parce que sinon la pause sera trop décalée. L'intervention de ma collègue professeure d'histoire du droit à l'Université de Saint-Étienne a déjà été à plusieurs reprises annoncée par mes collègues, mais évidemment, je ne peux être que sensible au fait que, en histoire, comme en histoire du droit, un peu de profondeur chronologique nous intéresse. Je lui donne donc, avec beaucoup de plaisir, la parole. Bien. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président, merci aux organisateurs d'avoir accepté cette contribution qui permettra effectivement de parler un peu de la Commune de Paris au Conseil d'État. Donc, après la défaite de Sedan et la proclamation de la République, le régime qui a commencé ou déclaré la guerre à la Prusse n'est plus celui qui doit poursuivre les hostilités. L'état de siège a été décrété dans le département de la Seine le 8 août 1870 sur la base de la loi du 9 août 1849. En septembre 1870, le gouvernement de la Défense nationale étend l'état de siège qui lui permet de se prévaloir des immunités légales prévues pour la défense en état de siège. Le siège de Paris commence le 17 septembre 1870 et dure 138 jours. À partir du 5 janvier 1871 et pendant 3 semaines, les Prussiens bombardent la ville. Les projectiles, dont on dit qu'ils sont lancés à un rythme de 3 à 600 par jour, endommagent 1600 bâtiments publics et 1400 maisons particulières, obligeant les mairies d'arrondissement à s'organiser. Quand le gouvernement de la Défense nationale capitule le 26 janvier et l'armistice est signé le 28, les Parisiens se sentent trahis. L'Assemblée nationale, qui est élue le 8 février, supprime la solde de la garde nationale avant de lever les mesures qui avaient été prises pendant le siège pour aider les plus démunis. Elle décapitalise Paris en s'installant à Bordeaux d'abord, puis à Versailles. Elle autorise enfin et surtout le défilé allemand, et non plus prussien, dans la ville qui avait résisté, mesure que Thiers rendra ensuite responsable de l'insurrection du 18 mars, ce qui est pour lui aussi une façon sans doute de se dédouaner. Car donc au siège prussien succède l'épisode de la Commune, avec le second siège des armées régulières contre Paris insurgé, de nouveaux bombardements, puis les destructions de la semaine sanglante du 21 au 28 mai. Après la destruction des barricades qui devaient ralentir l'entrée des Versaillais, les communards mettent le feu à différents bâtiments, autant pour protéger leur retraite que par mesure de rétorsion. Certaines destructions sont symboliques, d'autres sont purement défensives. Et à l'issue de cette semaine tragique, Paris est en ruine. De l'insurrection, on connaît beaucoup les photographies des barricades, de la colonne abattue et des destructions constatées après la semaine sanglante. Je précise d'ailleurs que se développe très vite une industrie du tourisme pour venir visiter Paris. Et puis se développe aussi la figure de la pétroleuse, dont on fera ensuite le symbole de la barbarie des communards. Alors, je ne reprendrai pas ici la thèse d'un ouvrage d'Hélène Lewandowski, ouvrage très intéressant quant aux bénéfices tirés des destructions de la Commune par la bourgeoisie républicaine, qui aurait trouvé par la Commune le moyen d'en finir avec les symboles périmés des régimes passés. Mais après la guerre, le premier siège, l'insurrection avec le second siège, et alors que commence la répression, on cherche des responsabilités pour assumer la réparation des destructions dont les victimes réclament des indemnités.
entre les pertes liées aux nécessités de la défense, puis de la lutte lors du premier siège, et celles dues à la reconquête de Paris après le second siège. Il s'agit donc de définir qui doit réparer les dommages. D'après les travaux des commissions départementales et cantonales instituées par la loi du 6 septembre 1871, dont je reparlerai, le montant des pertes de Paris est évalué à 30 11 412 francs pour les contributions de guerre et les amendes, 134 100 787 francs pour les réquisitions en nature, 101 889 814 francs pour les frais de logement et de nourriture des troupes, 392 611 839 000 francs pour les dommages divers résultant des frais de guerre, soit un total de 658 613 852 francs. Donc il faut déterminer si les victimes exercent un droit contre l'État pour l'indemnisation des dommages, fondé donc sur l'idée d'une responsabilité de l'État, ou si elles sollicitent simplement de l'État une faveur fondée sur un simple devoir moral, dont du coup l'État pourra limiter l'étendue. Pour l'établissement des responsabilités, il s'agit alors de dissocier les dommages de guerre des dommages de défense et de siège. L'inviolabilité de la propriété étant la pierre angulaire de notre législation, selon un mot d'un des avocats de l'époque, l'enjeu est alors de savoir quelle est la responsabilité de l'État dans le versement des indemnités pour dommages de guerre et de siège, au versement desquels les particuliers auraient ou pas un droit à faire valoir, et quelle est la responsabilité de Paris dès lors qu'aux nécessités de la défense, suscitées par la situation de guerre, se sont donc ajoutés les dommages provoqués par la guerre civile. Alors je commence donc par ces dommages de défense et de siège, ainsi que les dommages de guerre, donc ce qui concerne finalement à proprement parler l'État. La convention d'armistice, signée avec la Prusse le 28 janvier 1871, est très sévère avec Paris, à laquelle elle inflige en son article 11 le paiement immédiat d'une contribution de guerre de 200 millions. Il est d'emblée évident que Paris ne supportera pas seul le poids de ce sacrifice. À quoi s'ajoute ensuite donc le coût des destructions faites pour la défense de Paris avant l'arrivée des Prussiens, les destructions du premier siège et des bombardements parisiens. Alors, la loi des 15-22 juin 1871 prévoit le versement d'indemnités aux particuliers pour les réquisitions imposées par les autorités françaises, civiles et militaires, depuis le début de la guerre, pour empêcher la marche, les progrès ou l'établissement de l'ennemi. Il s'agit donc ici des dommages liés aux mesures de défense. Viennent ensuite les contributions de guerre, réquisitions et dommages causés par l'invasion, qui sont réglés par la loi du 6 septembre 1871. Et à l'occasion des discussions de cette loi, des discussions préparatoires, une très vieille doctrine est mobilisée dans les débats qui distingue les dommages résultant d'un fait de guerre, donc des aléas de la bataille, et qui mérite, dit-on, la bienveillance de l'État, mais qui ne saurait donner ouverture à aucun droit. Et on distingue donc ces dommages résultant d'un fait de guerre des dommages résultant d'une mesure de défense prise de propos délibérés pour arrêter la marche de l'ennemi, qui, eux, donnent droit à indemnité et qui sont précisément réglés par la loi des 15 et 22 juin 1871. Pour Adolphe Thiers, les principes du droit public s'opposent à la reconnaissance d'une créance contre l'État naissant des dommages causés par la guerre. L'article 39 alinéa 1 du décret du 10 août 1853, disposant que toute démolition résultant d'une mesure prise par l'autorité militaire pendant l'état de siège n'ouvre droit à aucune indemnité, dans la mesure où le département de la Seine a été décrété en état de siège le 8 août 1870, toute démolition, dégradation ou occupation qui ont eu lieu depuis cette date ne saurait donner droit à aucune indemnité, autre que celle accordée justement par la loi du 6 septembre 1871. Sauf que la portée du décret de 1853 est contestée par ceux qui estiment que le passage de l'état de guerre à l'état de siège n'affecte en rien les droits des propriétaires sur leur propriété. La déclaration d'état de siège ne peut avoir cette conséquence exorbitante, dit-on, de permettre à l'autorité d'occuper, de dégrader, de démolir même les propriétés privées intentionnellement, de propos délibérés, sans être tenue d'indemniser les ayants droit.
Alors la loi donc des 6-12 septembre 1871 n'abroge pas la législation antérieure. On invoque la loi du 19 juillet 1791, dont je pense qu'il sera largement question dans ce colloque, ainsi que le décret donc du 10 août 1853. En revanche, cette loi élargit la portée de la législation antérieure en faisant supporter par la nation le dédommagement des contributions de guerre, les réquisitions et les dommages matériels de toute nature causés par l'invasion. Dans son fondement, le dédommagement n'est qu'un secours justifié par les sentiments de nationalité qui sont dans le cœur de tous les Français. Ceux qui n'entrent pas, en revanche, dans le périmètre de la loi sont éligibles à réclamer non pas simplement un dédommagement, mais une indemnité, non pas donc par faveur, mais sur la base d'un droit. 100 millions étant mis à la disposition du ministre de l'Intérieur pour être répartis au prorata des pertes subies par les départements, la loi prévoit la création de commissions départementales de répartition. Je précise que cette loi de septembre 1871 contient un article 4 qui a été ajouté à l'occasion des débats, des discussions, et dont je reparlerai ensuite, puisque c'est un article en fait, qui concerne Paris uniquement, et dont l'ajout dans la loi de septembre 71 a suscité un certain nombre de discussions. Le 2 août 1872, l'Assemblée discute du remboursement à la ville de Paris de la contribution de guerre, en tout cas d'une partie de la contribution de guerre fixée par la Convention d'armistice, plus la réparation de certaines catégories de dommages matériels causés aux propriétés mobilières ou immobilières pendant le second siège, c'est-à-dire la Commune. Le gouvernement refuse le principe d'un remboursement intégral. L'équité commande certes de ne pas voir une contribution de guerre simplement municipale dans les 200 millions qui ont été exigés de Paris, mais dans la mesure où d'autres villes ont aussi été atteintes, le gouvernement estime qu'il faut mesurer la part proportionnelle du sacrifice qui pourrait être assigné au Trésor. La remarque est importante car le gouvernement exclut ici aussi les dommages d'insurrection qui sont estimés à 70 millions rien que dans l'intérieur de Paris. Pour ce qui n'est donc encore qu'un dédommagement consenti par l'État, l'Assemblée s'engage à payer les 2/3 de la somme. Donc, la somme avait été fixée à 210 millions. Il y avait les 200 millions pour lesquels Paris avait dû faire un emprunt. On avait ajouté 10 millions, donc 210 millions. Donc 140 millions seront versés, payés par l'État, donc les 2/3 de la somme, et on laisse le tiers restant, 70 millions, à Paris, et donc ces 70 millions équivalent par ailleurs, un peu symboliquement, aux dommages de l'insurrection. Tout ceci à la condition que Paris renonce à toute pétition vis-à-vis de l'État quant aux dépenses de guerre, qui sont encore à cette époque-là estimées à 10 294 730 francs, et qu'elle acquitte seule, donc Paris acquitte seule les dommages causés par la Commune, dont on postule qu'elle est responsable, j'y reviendrai. Au moment de l'adoption de la loi du 28 juillet 1874, l'essentiel des dommages causés par la guerre étrangère, la Commune, les destructions du second siège et l'entrée de l'armée dans Paris, l'essentiel de ces dommages donc ont été réparés. Reste pourtant encore la question à régler, la question des dommages résultant des mesures de défense prises par l'autorité militaire française et qui avaient été écartées lors des discussions des lois de septembre 1871 et avril 73, dont je reparlerai ultérieurement puisqu'elles concernent Paris, et sur lesquelles les tribunaux ont encore, à cette époque-là, on est en 74, de nombreuses réclamations. À titre dérogatoire et purement gracieux, la loi du 28 juillet 1874 réintègre donc les dommages intentionnels aux réparations. Elle charge une commission de répartir une somme de 26 millions entre les exclus des réparations des dommages résultant des mesures de défense ordonnées en 70 et 71 par l'autorité militaire française dans Paris et dans la zone de servitude de la place de Paris. Alors précisément, puisque j'évoque Paris, ça m'amène aux dommages provoqués par l'insurrection.
Lors de la séance du 16 mai 1876, qui concerne l'amnistie, c'est une des nombreuses délibérations, discussions concernant l'amnistie des communards, devant une assemblée, on est en 76, une assemblée qui est désormais républicaine, Georges Clemenceau, dont je rappelle qu'il est à l'époque de la commune maire de Montmartre, Georges Clemenceau affirme que le 18 mars 1871, la commune offrait le spectacle nouveau d'une insurrection triomphante qui n'avait attaqué ni un poste, ni un bâtiment public, et qui se borna à s'installer dans des locaux abandonnés. Alors, il faut quand même admettre que bien avant la semaine sanglante, un certain nombre de destructions symboliques ont été prévues par la commune. L'épisode de la colonne Vendôme est bien connu, dont le sort est réglé par un décret du 12 avril 1871. La chapelle Bréa, du nom d'un général qui avait assumé la répression des journées de juin 1848. Les symboles sont importants pour les communards. Donc, un décret du 28 avril prévoit la destruction de la chapelle Bréa. La chapelle expiatoire doit aussi être détruite. C'est prévu par un décret du 5 mai. Et enfin, la maison d'Adolphe Thiers, symbole là aussi s'il en est. La maison d'Adolphe Thiers, donc, je dirai un mot tout de suite, font partie donc de ces monuments que la commune veut voir détruits. Alors, pour la maison de Thiers, justement, la mesure est décidée en avril, mais elle n'est effectivement adoptée que le 23 floréal de l'an 79, donc le 10 mai 1871. Il s'agit alors de riposter à une affiche diffusée par Versailles dans laquelle Thiers déclare, contre toute évidence, que son armée ne bombarde pas Paris. Donc un arrêt du comité de salut public décide de la saisie des biens meubles de ses propriétés avant de raser la maison qui est au 27 de la place Saint-Georges dans le 9e arrondissement. L'idée originelle de cette destruction venait d'Henri Rochefort, le 6 avril 1871, dans un article qui s'intitulait « Les défenseurs de la propriété », dans lequel il évoquait le débat qui avait opposé Thiers à Proudhon à l'été 1848, donc vous voyez que tout se tient. Mais Rochefort s'était finalement ravisé. Après avoir appelé à la destruction de la maison de Thiers, il s'est ravisé au motif que l'Assemblée ne manquerait pas de rembourser à Thiers 3 millions pour un hôtel qui lui en aurait coûté 2. Donc, Rochefort se ravise. Pour autant, donc, le comité de salut public, le 10 mai, décide de la destruction de la maison de Thiers et ce décret sera exécuté le 12. Alors, hors de cette situation tout à fait exceptionnelle, l'essentiel des destructions parisiennes est d'abord lié aux barricades. Le 22 mai 71, le comité de salut public appelle à l'érection de barricades, dont on sait bien sûr qu'elles sont composées, ces barricades, d'éléments hétéroclites qui sont pris dans l'environnement immédiat de la rue dans laquelle est installée la barricade. Donc la construction de la barricade provoque un certain nombre de dommages avant que la destruction de la barricade en suscite à son tour et parfois d'encore plus large. À ces barricades, il faut ajouter évidemment les destructions liées au bombardement versaillais qui obligent la commune à prendre des mesures, et d'abord des mesures pour reloger les victimes de ces bombardements. Un décret du 25 avril 1871 prévoit la réquisition d'appartements vacants avec état des lieux avant d'installer les victimes et mise sous scellé des meubles. À quoi s'ajoutent aussi les incendies de la semaine sanglante. Le Conseil d'État, donc, la Cour des comptes, le Palais de la Légion d'honneur, le ministère des Finances, qui sont de l'autre côté de la Seine, ainsi que le Palais des Tuileries, commencent à brûler le 23 mai au soir. Alors on a dit que du fait de la présence des Proudhoniens, la propriété privée n'avait pas été respectée par les communards. Sauf que Jacques Rougerie a montré que tous les communards, loin s'en faut, ne sont pas tous Proudhoniens. Alors, je ne suis pas là non plus pour exonérer les Proudhoniens, mais en tout cas, Marx théorise après coup les destructions en expliquant que les adversaires de la commune avaient plus d'attention à leurs immeubles qu'à la population ouvrière. Celle-ci les a donc atteints sur leur propriété à laquelle elles étaient tellement attachées. Précisons en outre que fin avril, début mai, Jules Andrieux, qui est en charge pour la commune des services publics, et Gustave Courbet, qui lui s'occupe des beaux-arts, ont essayé en vain d'obtenir pour le peuple de Paris le statut de belligérant pour éviter les massacres et les destructions, en essayant justement de faire rentrer les Parisiens dans les règles du droit de la guerre qui sont encore vraiment largement en cours d'élaboration.
Auditionné par la commission d'enquête parlementaire qui aura lieu dès le mois d'août 1871, Henri Tolain, qui est un des fondateurs de l'Internationale, Henri Tolain dédouane les membres de l'Internationale qui ont contribué, d'après lui, au contraire, pendant la Commune, à éviter les destructions, et il songe en particulier à Thiès pour l'hôtel des Postes ou Camélina pour l'hôtel de la Monnaie. Corbon explique quant à lui, devant cette même commission, que la responsabilité des dommages de la Semaine sanglante est largement partagée. La rive gauche de la Seine étant, d'après lui, à peine défendue par les barricades, les Versaillais auraient pu prendre Paris en quelques heures en longeant la Seine. Il n'y aurait, dit-il, pas eu d'incendie, pas de désastre, pas d'affreuse tuerie d'hommes. Ce sont les lenteurs déplorables de l'envahissement de Paris par l'armée qui ont donné aux communards l'idée d'essayer la résistance. Et Marx opposera lui aussi le qualificatif d'incendiaire au gouvernement qui a bombardé pendant 6 semaines, et il reprendra à son tour l'argument de l'impossibilité d'identifier l'origine des dommages, qu'il s'agisse donc de l'insurrection ou de sa répression. Reste donc que ces dommages nécessitent des réparations ou des indemnisations, donc la recherche de responsabilité. Dès l'été 71, 17 membres de la Commune et du comité central de la Garde nationale sont poursuivis devant le Conseil de guerre pour répondre, entre autres, des accusations de complicité de destruction de monuments. Et on sait en particulier que c'est à cette occasion que Gustave Courbet doit répondre de la destruction de la colonne. Dans son réquisitoire, le commandant Gavreau accuse la Commune d'avoir prolongé le joug de l'occupation prussienne, ralenti l'organisation des services publics, coûté 1 milliard au Trésor et accentué les ruines et les désastres de la guerre. Vers qui doit se retourner la victime d'un dommage lié à l'insurrection ? Pour les commentateurs, depuis la loi du 30 août 1830, il serait de bonne politique pour l'État d'indemniser les victimes de troubles civils. Mais il ne s'agit que d'une mesure d'équité, puisque la jurisprudence, civile aussi bien qu'administrative, considère toujours la Révolution comme un cas de force majeure, n'ouvrant aucun droit à réparation civile, un fait anonyme dont la responsabilité doit également peser sur tous. Alors, je précise à cet égard que le propriétaire qui sera le plus rapidement fixé sur son sort est Adolphe Thiers, en vertu duquel l'Assemblée adopte dès le 26 mai, donc on est vraiment pendant la Semaine sanglante, dès le 26 mai, une loi dont l'article unique dispose « La maison de M. Thiers, chef du pouvoir exécutif de la République française, sera relevée aux frais de l'État ». Et le 15 juin, une autre loi dispose, pour l'exécution de la loi du 26 mai dernier portant reconstruction de la maison de M. Thiers, chef du pouvoir exécutif de la République française, une somme de 1 053 000 francs est mise à la disposition personnelle de M. Thiers, dont l'hôtel sera reconstruit en 1873. Pour le reste, si la responsabilité de l'État ne peut donc pas être cherchée, vers qui le vulgum pecus peut-il se retourner ? Peut-il se retourner vers la municipalité ? La loi du 10 Vendémiaire de l'an 4 sur la police intérieure des communes de la République pose la responsabilité civile de la commune pour les dommages survenus à l'occasion de troubles dans son territoire, dommages qu'elle n'aurait pas pu empêcher. Le titre premier de cette loi dispose « Tous les citoyens habitants de la même commune sont garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit envers les propriétés ». Et on a beaucoup dit qu'il s'agissait finalement d'une espèce de mesure préventive, qu'il s'agit de mettre pression, finalement, de responsabiliser les habitants des communes elles-mêmes. Au titre 4, alinéa 1 de la loi de Vendémiaire, on trouve que chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages et intérêts auxquels ils donneront lieu. Enfin, l'article 2, dans le cas où les habitants de la commune auraient pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupements et rassemblements, cette commune sera tenue de payer à la République une amende égale au montant de la réparation principale. Alors, sauf que deux problèmes se posent quant à l'application de cette loi en 1871, la nature de l'insurrection et le statut de Paris. L'insurrection du 18 mars relève-t-elle de ces troubles auxquels la municipalité aurait dû résister ? Sans municipalité, Paris est-elle, on le sait, elle est sous la double autorité du préfet de la Seine et du préfet de police, qui sont donc des représentants de l'État.
Le 15 mai 1841, la Cour de cassation, sur les conclusions de Dupin, expliquait que dans la mesure où Paris est le siège du gouvernement, c'est à celui-ci qu'appartient dans cette ville la police et la force publique. À ces restrictions s'ajoute le fait qu'à partir du 18 mars, on est dans une situation de guerre civile et pas simplement de troubles avec des attroupements. Or, pour la doctrine, puisque l'insurrection est autre chose que des attroupements et des regroupements qui sont prévus par la loi de Vendémiaire, eh bien, cette loi cesserait d'être applicable en cas de guerre civile régulièrement organisée, ce qui serait le cas à Paris. Pour ajouter enfin à la complexité, la question se pose de savoir si, avec le départ du gouvernement hors de Paris pour Versailles, Paris ne retombe pas dans la situation commune. Bref, la situation de Paris est extrêmement complexe et en juin 1871, Émile Flourens affirme dans un article qui paraît à la Gazette des tribunaux que la confusion de la situation de Paris appelle une intervention du législateur. L'article 4 de la loi du 6 septembre 1871 dispose qu'une somme de 6 millions sera destinée à ceux qui ont le plus souffert des opérations d'attaque dirigées par l'armée française pour rentrer dans Paris. Cet article pose une difficulté au moment où il est ajouté à la loi, car ce dernier membre donc, de l'article ne renvoie pas aux dommages liés à la guerre étrangère et à l'invasion, qui sont l'objet de la loi du 6 septembre 1871, mais il vise bien les dommages causés par notre effort, dit le ministre de l'Intérieur, notre effort pour rentrer dans Paris, opprimé par la Commune. Certains estiment que cela relève d'une loi spéciale et qu'il ne faut pas confondre les pertes causées par la guerre étrangère et celles qui résulteraient de la répression d'une émeute. Mais le législateur n'entend pas consacrer une loi à part entière à la Commune. Les principes se heurtent toutefois aux réalités et les victimes des dommages de l'insurrection doivent bien être indemnisées, dommages estimés à 70 millions donc à l'intérieur de Paris, plus 26 millions pour le second siège. L'État ayant déjà contribué à hauteur des 6 millions prévus par l'article 4 de la loi de septembre 1871, il estime ne pas devoir aller plus loin. C'est à la ville d'indemniser les habitants dont les propriétés, meubles ou immeubles, ont été atteintes pendant la Commune. Par où il faut comprendre donc que si, par sentiment de justice, l'État prend sa part dans la contribution de guerre imposée par l'armistice, il ne participe en rien directement au soulagement des maux causés par la guerre civile, mais il veillera à ce que ce soulagement émanât dans une mesure restreinte mais équitable de la ville elle-même. La loi des 7-13 avril 1873 alloue finalement à Paris une somme de 140 millions. Comme la loi du 6 septembre, elle ne sert pas au remboursement des réquisitions faites pendant la guerre par les autorités françaises, puisque ça relève de la loi du 15 juin 1871, mais elle permet au conseil municipal de payer le solde des indemnités restant dues pour la réparation des dommages matériels causés à l'intérieur ou à l'entour de Paris par le fait des opérations militaires du second siège, ainsi que la réparation des dommages matériels soufferts par les propriétés meubles ou immeubles de Paris et des alentours et résultant de l'insurrection du 18 mars 1871. L'Assemblée fixe pourtant une condition, la ville de Paris n'exercera ensuite de cette loi aucune réclamation, tant à raison du remboursement du solde de la contribution de guerre de 200 millions que du remboursement de ses dépenses de guerre et des pertes qu'elle a subies par suite de l'invasion du 18 mars 1871. En fait, il s'agit pour les députés, et essentiellement pour les députés provinciaux, d'en finir avec les revendications de Paris, la capitale des révolutions. Alors je conclus. En février 1871, Victor Hugo notait dans ses carnets « Paris a été victime de la défense autant que de l'attaque ». La situation très intriquée des différentes natures de dommages dont Paris et les Parisiens ont été victimes en 70-71 a-t-elle contribué à faire évoluer la législation sur la réparation des dommages de guerre et d'insurrection? La loi du 3 avril 1878 réforme, on le sait, la législation sur l'état de siège et elle dispose en son article 1 que l'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent, résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée, référence explicite aux événements parisiens. Adoptée dans le contexte immédiat de l'après-commune, la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux est l'occasion pour la République, on le sait, de donner
quelques gages aux tenants d'une forme de décentralisation, mais sans verser évidemment dans le fédéralisme qui avait largement été revendiqué par les communards. Cette loi du 10 août 71 est applicable au département de la Seine sous réserve d'un certain nombre de ses articles. Et le même esprit, on le sait, préside à l'adoption de la loi du 5 avril 1884, dont les articles 91 et 92 font du maire le chef de la police municipale, en reprenant la vieille distinction entre les pouvoirs propres et les pouvoirs délégués. L'article 168 de la loi du 5 avril 1884 abroge les titres 1, 4 et 5 de la loi de Vendémiaire en 4. Elle fixe surtout de nouvelles bases à la responsabilité des communes en cas de trouble, responsabilité qui n'est plus renvoyée, comme dans la loi de Vendémiaire, sur les habitants de la commune, mais bien sur la commune elle-même. Sauf que Paris reste en dehors de ce droit commun. La logique de la responsabilité a toutefois évolué, puisque les idées de réparation et de solidarité vont de plus en plus primer sur la notion de culpabilité. Mais l'État ne reste qu'exceptionnellement impliqué dans la réparation des dommages. Pour cela, une évolution, et une évolution politique, sera encore nécessaire, avec la prise en compte de l'idée de risque social, en vertu duquel l'État prendrait à sa charge une partie des indemnités accordées, et ça sera le cas, le fait de la loi du 5 avril 1914. Si la guerre de 70 et la Commune n'ont pas modifié directement la législation sur la réparation des dommages de guerre, on dira que ce sont toutefois les républicains qui se sont installés au pouvoir à ce moment-là, qui ont favorisé cette évolution, eux qui avaient légitimé leur pouvoir sur la répression de la Commune. Je vous remercie. Merci beaucoup. Même si j'entends bien que je vais, dans la minute qui vient, frustrer le débat, il se trouve que comme nous manquerons d'une part de nos intervenants dans la deuxième partie de la matinée, je propose qu'on garde les questions et qu'on fasse un débat général à la fin de la matinée, y compris sur cette intervention, parce que sinon les choses seront trop hachées. Et je vous propose donc de faire dès maintenant une pause, mais par contre nous reprendrons bien séance à l'horaire initialement prévu à 11h40.